Bien. Donc merci Fabien pour ce montage très pédagogique. Je vais vous demander un tout petit peu de patience si vous avez des questions ou des propositions, des idées lumineuses. Donc je vais d'abord passer la parole à Fabien qui va expliquer ou repréciser certaines choses. Voilà. Et puis voilà, patienter un tout petit peu et on pourra partager plein de choses après. Bonsoir. Alors, bon, je crois que mon temps est limité. Combien tu me donnes ? On va aller au plus simple. Alors, je ne sais pas si vous tenez au courant de toute l'actualité économique, mais on annonce une année 2014 relativement tendue. Alors, apparemment, il y aurait peut-être une crise immobilière qui serait en préparation aux États-Unis. Donc, la bulle immobilière risque de péter cette année. Et également, d'autres phénomènes un peu partout dans le monde. Et tout à l'heure, on parlera peut-être de Bitcoin s'il y a des questions. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Alors, avant de commencer, je vais peut-être me présenter. Donc, je suis Fabien Fer. Je suis donc l'auteur du livre que vous avez vu à l'entrée. De formation, je suis informaticien, ingénieur informaticien. J'ai eu un parcours scolaire chaotique, mais très enrichissant. Et en fait, depuis tout petit, j'ai eu le sentiment que notre société n'était pas en adéquation avec l'humain. Elle ne servait pas les intérêts de l'humain, elle servait quelque chose d'autre. Je n'étais pas en mesure à l'époque de comprendre ni d'expliquer. Et bon, après j'ai eu ma petite crise d'adolescence, donc ça, on passe. Et vers l'âge de 25 ans, je me souviens d'un jour où j'étais invité à un anniversaire avec un ami d'enfance, David. Et bon, comme à l'accoutumée, je parlais d'écologie, puisque c'est un sujet qui m'intéressait, je lisais beaucoup de choses là-dessus. Et je me sentais complètement en décalage avec lui, et avec les autres d'ailleurs. Et il me disait, mais tu parles beaucoup de l'écologie, mais tu fais rien. Et cette phrase, ça va faire bien une vingtaine d'années, 18-20 ans, et cette phrase, c'est la phrase qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc à partir de là, tout ce que je lisais sur l'écologie, au lieu de le mettre dans le coin de ma tête, j'en faisais une petite synthèse et je le mettais quelque part. Et c'est la base en fait du livre. Ensuite, une fois que j'ai eu fait ça pendant quelques années, je commençais à avoir une approche un peu sociale du problème. Pourquoi nous avons ces comportements-là, l'avidité, ce genre de choses. Mais il m'a fallu encore travailler sur moi. À ce moment-là, j'ai dit, à l'époque je ne savais pas que j'allais écrire un livre, c'était juste pour moi en fait, parce que j'écris beaucoup, mais en l'occurrence c'était juste une synthèse pour moi. J'ai commencé à faire un parallèle entre l'aspect sociologique et ce qu'on avait fait à la planète. À partir de là, j'ai dit, je vais faire une feuille blanche et je vais projeter vers où je veux aller, vers quel monde je veux pour ma fille, qui est sur la photo du livre. Quel monde je veux. Donc, j'ai pas tenu compte de l'économie et de tout ce qu'on a à l'heure actuelle. J'ai dit, qu'est-ce que je veux? Je veux un monde qui soit équitable. Je veux un monde où il y a une redistribution. Je veux un monde où tout le monde a sa chance. Je veux un monde où les personnes qui vont s'investir pour les autres seront récompensées à leur juste valeur, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc à partir de ça, je me suis dit, le seul moyen qui soit complètement universel, c'est les heures. Alors, ce qu'il y a de bien, et quelque chose dont on ne parle pas, c'est que les heures, c'est pareil pour tout le monde. Sur la Terre, une heure, ça fait toujours une heure. C'est-à-dire que si vous basez l'ensemble de votre économie sur le temps, eh bien, l'économie, elle est relocalisée. Puisque vous n'aurez aucun intérêt à faire produire quelque chose en Chine qui va prendre une heure, et à le faire produire en France, ça va prendre une heure aussi, sauf que vous aurez le trajet en moins.
de fait, elle est relocalisée. Mais je me suis dit, ça ne suffit pas. Parce que ça, on met tout le monde sur le même pied d'égalité, mais on ne va pas aller chercher les comportements plus vertueux ou des comportements qui vont plus aller dans le sens de la planète. Alors j'ai dit, ce qu'il faut, au lieu que l'économie soit basée donc, sur l'économie de marché comme à l'heure actuelle, il faut que ce soit basé sur la santé de la planète. Et qu'en fait, la valeur de notre monnaie soit sur la santé de la planète. Plus la planète va bien, plus on gagne. Et comment on fait ça? Tout simplement avec des coefficients. Alors, on a déjà des outils de mesure qui permettent de savoir le taux de cancer, le taux de CO2, le nombre de tentatives de suicide, ce qu'on veut en fait. Ce qu'on veut mesurer, on peut tout mesurer. Donc on peut faire un melting pot global de tous ces coefficients pour en déterminer un, et ce coefficient va évoluer en fonction de nos actions. Plus on va agir vers les comportements qui soient positifs pour l'ensemble, et non pas individualistes, mais là c'est bien positif pour l'ensemble de la communauté, plus on aura de valeur pour nous à dépenser grâce à ces coefficients. Alors ça c'est le principe que j'explique dans le livre. Certaines personnes qui sont ici l'ont déjà lu et m'ont demandé d'en faire un deuxième pour expliquer encore plus. Parce que je pense qu'il y a peut-être des éléments qui sont totalement nouveaux pour vous. Je voulais également vous parler de quelque chose très rapidement. Un élément qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est le rapport Mido. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Ça vous dit rien, rapport Mido. Ça a été demandé par le Club de Rome, qui est à peu près 250 personnes, qui se sont regroupées dans les années 70, pour faire une prospective de l'évolution de l'humanité jusqu'en 2100. Alors ils ont demandé au MIT, Massachusetts Institute of Technology, de poser des modèles mathématiques pour voir qu'est-ce qu'il allait se passer dans les années à venir. Ils ont fait ça donc en 1970, et ils ont prévu à cette époque qu'entre 2020 et 2030, il y aurait un effondrement de nos sociétés. Alors, je ne dis pas ça pour vous faire peur, bien que ce soit confirmé depuis par d'autres études. Mais donc il y aura un effondrement qui va se faire suite au manque de ressources, l'évolution démographique, etc. Le professeur Giancovici a travaillé également là-dessus et a modifié plusieurs paramètres, par exemple en partant du postulat qu'on aurait toutes les ressources ou qu'on arriverait à réduire toute la pollution, etc. Et en fait, on arrive toujours aux mêmes conclusions, c'est juste le temps qui change. Donc ça va soit entre 2020 et 2030, soit 2040 2050, mais de toute façon, il y aura un gros crash. Le rapport du Pentagone sur les changements climatiques arrive à la même conclusion. Le rapport de l'OMS sur également les problèmes de famine, d'eau potable et de climat arrive à une solution, arrive à une conclusion qui est relativement identique, puisqu'il prévoit qu'il y aura 3 milliards de personnes qui vont se déplacer à cause justement de la famine, au manque d'eau potable ou du climat, avant 2050. Également, le laboratoire européen d'anticipation politique, qui prévoit un chaos social avant 2050. Donc toutes ces études qui convergent en fait dans le même point, nous pousse à vraiment changer les choses. Alors les monnaies locales sont une chose qui est extraordinaire, et moi je suis à 100% pour les monnaies locales. Sauf que les monnaies locales aujourd'hui, elles sont limitées par le code monétaire et financier, malheureusement. Donc là, il y a des négociations, peut-être on verra avec la Luciole tout à l'heure, si vous voulez vous exprimer là-dessus. Mais on en est vraiment qu'au tout début des monnaies locales. Et ce qui va arriver dans les années à venir, ça va être justement de l'innovation, de la création, de la créativité, et vers des modèles d'échange dont on ne connaît même pas l'existence aujourd'hui encore. Donc ça, sous le stress de justement les crises à venir. Voilà. C'est tout. Je finirai peut-être par une petite histoire que j'ai lue sur Facebook, il n'est pas coutume, qui parle d'un petit Indien. Alors c'est un petit Indien qui va voir son père et qui lui dit papa, est-ce que c'est vrai que
on a 2 loups à l'intérieur de nous. Alors, le père, il lui dit, oui, effectivement, on a 2 loups. Alors, le premier, c'est la gaieté, la compassion, l'amour. Et le deuxième, ben, c'est la haine, la violence, l'avidité. Alors, le petit dit, mais ils se battent, qui c'est qui gagne? Et le père, il dit, celui que tu vas nourrir, mon fils. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous engager dans tous les projets locaux et de continuer à faire vivre le local, puisque de toute façon, c'est ce qui va nous sauver, et c'est pas en haut qui vont s'occuper de nous. Voilà, je vous remercie. Donc tout d'abord, moi je voulais vous remercier tous pour toute l'énergie que vous développez, parce que, merci, parce que c'est vraiment un sacré boulot. Et enfin, je voudrais recentrer la réflexion, le raisonnement sur le travail de Fabien, qui va au-delà, puisqu'il a, là, on l'a vraiment pas vu beaucoup, hein, son raisonnement qui est dans son livre, et que je vous recommande d'approfondir, parce qu'en fait, même si c'est encore qu'un début, il repense un système macroéconomique ouvert. Hein, on est dans une économie internationale qui vraiment a des implications et un autre paradigme qui, à mon avis, vaut vraiment le coup d'être approfondi par tout le monde. Que tout le monde s'approprie ça. Alors les rencontres de l'écologie au quotidien s'y prêtent particulièrement parce que c'est vraiment une vision transversale de la transition écologique et humaine et bien sûr économique. Mais là, on est dans la même racine que l'écologie, hein, l'Écosse, les affaires de la cité, de la maison et les ressources qui se raréfient. Et je trouve que, bon, tout son film est super, mais l'analyse de sa pensée est très 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 peu développée. Voilà. C'est dans le film, hein, mais allez lire son bouquin, il n'est pas cher. Peut-être vous pourrez négocier des prix, mais franchement, le mécanisme macroéconomique du temps, c'est-à-dire ce que l'on voit très bien fonctionner dans les selles, dans les accorderies, il l'élargit à un système d'économie ouverte. Donc c'est carrément un paradigme différent et il squeeze les banques qui ont pourri et racketté l'activité humaine. Comme il y a des chercheurs qui réfléchissent sur le revenu minimum d'existence, il intègre. Voilà, c'est vraiment un condensé, quoi, une synthèse. On voit que le domaine est vaste. C'est l'activité humaine. Oui, en fait, c'est vrai que je parle bon, de l'économie, mais vraiment dans son ensemble, plus même presque un projet de société, en fait. C'est un projet de société. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire le tome 2 pour aller un peu plus en... Parce qu'on va voir certaines choses. Est-ce que vous voulez des précisions peut-être sur le Bitcoin? Oui. Alors le Bitcoin, c'est en fait, on appelle Bitcoin de l'argent, mais en fait ça n'a rien à voir. C'est un protocole informatique de validation des transactions. Donc bon, le créateur Satoshi Nakamoto, qui est personne ne connaît en fait. Il semblerait que ça serait peut-être un consortium d'entreprises ou un développeur informatique tout seul. Il a créé ce procédé qui est ingénieux. Il y a une personne qui a, on va dire, un code, une autre personne qui a un autre code. Ils veulent faire un échange. On combine les 2 codes pour donner le 3e code qui va valider la transaction. Et après, quand on veut faire une autre transaction, eh bien on prend ce code-là qui a été généré et on en génère un nouveau, et ainsi de suite. Et dans le réseau, il y a ce qu'on appelle des mineurs. Donc les mineurs, en fait, c'est des chercheurs d'or. Hein. Ils vont décoder les transactions pour les valider. C'est-à-dire, dès qu'on fait une transaction, on envoie sur le réseau, et il y a un mineur, parmi tous les mineurs du monde, qui va trouver la solution. C'est-à-dire, il va arriver à décrypter la phase, les différents codes, il va les décrypter jusqu'au point de départ. Donc il dit, effectivement, celui-là, il avait 10 euros, enfin, c'est pas des euros, mais il avait 10 bitcoins au départ,
Et ben là, il en a vendu, il en a perdu 5, il en a gagné 6, etc. Et aujourd'hui, il a ce solde-là. Une fois que ça s'est validé, et ben en fait, il valide la transaction et crée un nouveau code. Voilà, le principe du Bitcoin, c'est ça. Alors après, ce qu'il y a eu derrière, c'est les places de marché. Elles ont pris le... Parce qu'au début, un Bitcoin, ça valait, je crois, 6 euros ou 6 dollars. 6 dollars ou 6 euros. Et en fait, après, les places de marché, elles ont pris le pas là-dessus parce qu'il en fallait plus. Donc, ils ont ouvert des places de marché. Et du coup, le prix du Bitcoin, qui normalement devait rester stable vis-à-vis du regard du dollar ou de l'euro, en fait, il s'est enflammé. Et du coup, ben, aujourd'hui, on est à 600 euros. Un Bitcoin, 600 euros. Donc, en 5 ans, ça a été multiplié donc, par 100. Ce qui est énorme. Et alors, l'avantage du Bitcoin, c'est que ils ont limité la production. Tous les mineurs, à chaque fois qu'ils trouvent un petit code, ils sont rétribués, et c'est comme ça qu'il y a la création de monnaie. Et ils ont limité la production de la monnaie à 21 millions de Bitcoin, qui sera atteint en 2025, je crois, entre 2025 et 2030. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de Bitcoin qui seront créés. Voilà. Ce qui fait que le Bitcoin va rester stable, même s'il y a une crise économique, le Bitcoin en lui-même va rester stable. Et après, ça peut être également un outil d'échange international qui ne prend très très peu de frais, qui coûte quasiment rien, puisque comme le système il est complètement distribué, il n'y a pas de frais de structure, quoi que ce soit. Chacun est propre et propriétaire de son porte-monnaie, c'est tout. Voilà, c'était une précision, je trouve intéressante. Alors, oui et non. Oui et non. Parce que le principe, c'est le principe d'une banque qui est distribuée par tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a plus de banquiers, en fait. On n'a plus besoin des banquiers. C'est là, c'est dans cet aspect-là. Après, que ce soit récupéré par la finance, etc. Mais si jamais il y a des crises économiques et que, par exemple, le dollar ne vaut plus rien ou l'euro ne vaut plus rien, le Bitcoin, lui, il va rester. Vous voyez la différence ? Ah oui, non mais là, bien sûr, non, bien sûr, bien sûr. Et souvent, quand on parle de monnaie locale, il y a le Bitcoin qui arrive, là. Et les gens, ils font souvent un amalgame. Donc, je tenais à faire cette précision parce que c'est pas la même chose. Mais même si il y a quand même des fondements philosophiques derrière, qui sont l'open source, qui sont justement la distribution au lieu de la centralisation et du contrôle, etc. Parce qu'avec le Bitcoin, on gagne en autonomie et on gagne aussi en liberté. Parce qu'en fait, les échanges ne peuvent plus être tracés. Il y aura des initiés et puis il y aura des naïfs, exactement comme le système bancaire. Ben, de toute façon, vu que la production de Bitcoin est limitée à 21 millions, il y aura des initiés, des gens qui savent comment ça marche. voilà. Donc ça suscite des réactions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, parce que je suis un peu choquée. Je croyais qu'on faisait plus d'argent avec l'argent dans des systèmes alternatifs. J'ai fini. Dans quel cadre on peut débattre, dans quel cadre on peut poser les choix de société, les choix techniques qu'on ferait. Donc Fabien a évoqué la question de coefficients qui nous permettraient de prendre en compte plus globalement les influences qu'on aurait sur la planète, sur le vivre en communauté, etc. Donc là, il y a un vrai champ de quel espace, quel lieu de délibération collective, en fait. Aujourd'hui, c'est la question de la démocratie, en fait, qui se pose en plein cœur, quoi. Où sont prises les décisions ? Quel mode démocratique est-ce qu'on retrouve pour que le bien commun, qui n'est pas celui de la minorité, de certaines minorités qu'on voit de si loin, et donc il y a un enjeu politique démocratique en fait qui est énorme là, à ce niveau-là, quoi. Et peut-être même pour aller, il y a même des choses que j'aurais pas envie de quantifier. Et que pourtant le système quantifie, le système des assurances quantifie le prix d'une vie en quelque sorte. Moi, non, je veux pas mettre de prix là-dessus, quoi. Et sur d'autres choses aussi, non plus. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement,
On parle de démocratie, mais en fait, la démocratie, aujourd'hui, elle n'existe pas. C'est pas vraiment le mot démocratie. Voilà, ça dépend ce qu'on met derrière, mais la démocratie telle qu'elle a été pensée peut-être il y a quelques milliers d'années par les Grecs, ça n'est pas la philosophie qui est celle d'aujourd'hui. Alors, on parle de sociocratie ou dolacratie, qui va bien au-delà, et ça, à mon avis, c'est l'avenir. Si vous voulez faire des recherches sur Internet, vous verrez, c'est super. La communication